La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence, pas celui qu'on entend quand un bureau est encore en train de s'éveiller, mais celui qui vous enveloppe comme un avertissement. Il était 6h51, un lundi matin, et j'étais exactement là où j'étais d'habitude, à l'entrée du pavillon exécutif, un café dans une main, un ordinateur portable dans l'autre. Mais quelque chose clochait. Mon badge n'a pas bipé quand je l'ai passé. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé. Le feu vert n'est jamais venu. Puis j'ai levé les yeux, la plaque signalétique près de la porte de mon bureau, Sarah Monroe, responsable de l'intégration, avait disparu. Pas de remplacement, pas d'étiquette, juste de l'acier brossé lisse, vierge. L'espace d'une seconde, j'ai cru à une erreur de nettoyage, voire une farce, mais j'ai entendu des pas, madame. Je me suis retourné et j'ai vu un jeune agent de sécurité que je ne connaissais pas. Il paraissait avoir à peine 20 ans. Il me tendait un uniforme gris plié avec un badge en plastique accroché dessus. C'est à vous maintenant. Vous avez été réaffecté à l'entrée 2. Réaffecté? Je clignai des yeux. Pardon, quoi? Des ordres d'en haut. Vous êtes le nouveau responsable des entrées. Il hésita, puis baissa la voix. J'imagine que c'est comme le portier. Ma gorge s'est asséchée. J'ai baissé les yeux vers l'uniforme. C'était la même nuance de gris qu'on donnait aux contractuels de nuit. Personne au siège social ne portait ça. Personne avec un titre. Personne qui a réussi à créer 3 entreprises et à les maintenir ensemble pendant que le conseil d'administration jouait aux chaises musicales. Une porte s'ouvrit derrière moi. Des rires résonnèrent dans la salle de conférence. Du coin de l'œil, je vis un jeune stagiaire sortir, un badge neuf accroché à un cordon que j'avais porté autrefois. Il marqua un temps d'arrêt en me voyant. « Bonjour, madame, dit-il gentiment, son sourire vacillant. Suivez-vous quelqu'un ? » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai juste pris l'uniforme des mains du garde et je me suis dirigé vers l'ascenseur de service. Parce que c'est ce qu'ils font quand ils ne veulent pas vous licencier, ils vous effacent. Ce matin-là, alors que je me tenais devant l'entrée 2, tenant un presse-papier et un trousseau de clés, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant, ils ne pensaient même pas que je riposterais. Le presse-papier que je tenais pesait moins d'1 livre, mais il me semblait plus lourd que les 100 classeurs que je transportais autrefois à travers les continents. Debout près de l'entrée 2, le nouveau titre qu'on m'avait donné pour portier, je regardais les mêmes employés que j'avais embauchés, formés et autrefois protégés passer devant moi comme si je n'avais jamais existé. Certains ne remarquaient rien. D'autres évitaient mon regard. Et l'un d'eux se retourna. C'était Thomas. Je l'ai reconnu immédiatement, malgré sa barbe et le poids qu'il avait pris depuis notre dernière collaboration, 5 ans plus tôt. Nous avions fusionné 3 services séparés en un seul, la logistique, les achats, les systèmes, tout ça. La fusion avait failli nous tuer tous les deux. Il m'a vu, ses yeux se sont embués, ses lèvres se sont entr'ouvertes, et l'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Mais il ne l'a pas fait. Il a hoché la tête à peine et a continué à marcher. Cela faisait plus mal que tout ce que Greg avait fait. Il y a eu des nuits où nous avons travaillé jusqu'à 3h15 du matin, à élaborer les cadres juridiques qui allaient contenir des milliards de dollars de pièces détachées. J'ai traversé le pays plus souvent que je n'ai dormi. J'ai manqué Noël 2 fois. J'ai désamorcé une guerre RH entre 2 directeurs régionaux en conflit en leur proposant le même bureau et en leur disant de trouver une solution ou de partir. Ils sont restés, et l'entreprise aussi. Chaque entreprise avait ses propres logiciels, sa propre structure hiérarchique et sa propre culture. L'intégration n'était pas seulement technique, elle était émotionnelle. Les gens n'aiment pas le changement, et les personnes ayant des titres détestent qu'on leur dise qu'elles sont désormais redondantes. J'ai passé des mois à écouter des histoires, à digérer des renséures, à apprendre quel système fonctionnait et quels égos devaient être stimulés. J'ai fait plus de thérapie que de stratégie durant ces 6 premiers mois. Et je l'ai fait parce que c'était important, parce que le conseil d'administration m'a dit, ce n'est pas juste une fusion, Sarah. C'est un héritage. C'est lors de la 2e fusion que j'ai ajouté cette clause, une simple clause juridique. Si le directeur de l'intégration désigné est réaffecté ou démis de ses fonctions sans motif, la fusion peut être dissoute sans pénalité par la partie acquise. Ce n'était qu'une phrase, mais je suis resté éveillé jusqu'à 3h07 du matin pour l'écrire, non par peur, mais par réalisme, car les hommes comme Greg finissent toujours par se manifester. Maintenant, debout sous les lumières fluorescentes vacillantes dans un coin oublié du hall,
j'ai tracé mon doigt sur le bord du presse-papier et je me suis souvenu du poids de la responsabilité. Je ne regrettais rien, ni le sommeil perdu, ni les mariages manqués, ni les appels non rappelés. J'avais construit quelque chose de solide, qui fonctionnait. Et maintenant, il marchait dessus comme si je n'avais jamais été là. Mais les fondations ne disparaissent pas, elles se fissurent lorsqu'on les maltraite, et finissent par se briser. Greg Talouin est entré dans le bâtiment comme s'il en possédait déjà toutes les briques, grand, beau et âgé de 32 ans. Il avait le genre de CV qui faisait les gros titres, mais pas les systèmes, les sorties de start-up, les campagnes de branding, 3 conférences TEDx et un podcast où il a déclaré « L'héritage est mort ». La vitesse est primordiale. Je me souviens de notre première rencontre. Il m'a serré la main fermement, m'a fait un grand sourire et m'a dit « Tu dois être Saleil, le ciment ». Le compliment n'a pas été bien reçu, il semblait répéter. Dès le début, il était obsédé par l'apparence. Chaque réunion avait un graphique, chaque initiative un nom, Galian 2.0, rationaliser la stratégie, éliminer les silos. Il parlait en hashtag, sans s'exprimer sur le fond. J'attendais qu'il pose de vraies questions sur les rapports d'intégration, la modélisation de l'attrition, les passerelles culturelles entre les services, mais il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a fait appel à des dizaines de consultants, des jeunes d'une vingtaine d'années, titulaires d'un MBA et sans aucune expérience terrain, armés de présentations accrocheuses et de mots-clés comme synergie verticale et consolidation de l'expérience. Puis vint le remaniement. Les services furent renommés. Les équipes furent réorganisées. Mon bureau d'intégration ou l'unité même qui maintenait la cohésion de 3 entreprises fut déclaré superflu. Il le dissout complètement. Pas de réunion, pas de plan de transition, juste une note interne à 16h49 un vendredi. Mon équipe est partie. À leur place, il a fait appel à ses propres collaborateurs, un directeur de la stratégie qui dirigeait autrefois une start-up de commerce électronique d'oreillers, un vice-président de la transformation qui a auparavant développé une application de bien-être, et un consultant en culture qui nous a demandé si nous avions une salle de méditation. Je me tenais dans le couloir à regarder tout cela, l'oxygène se resserrant dans ma poitrine. Une semaine plus tard, il m'a appelé dans son bureau. « Je sais que ce que vous avez fait ici est important », dit Greg en joignant les mains comme un homme jouant le rôle d'un PDG dans un téléfilm. Mais je pense qu'il est peut-être temps que vous envisagiez de vous retirer avec dignité. La retraite a sa part de dignité, vous savez. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas fini, ai-je dit d'une voix ferme. Le système n'est pas prêt à fonctionner tout seul. Les transferts ne sont pas clairs et les audits de transition ne sont pas validés. Il sourit poliment. Parfois, les meilleurs dirigeants savent quand lâcher prise. Je me suis levé et j'ai répondu, et parfois, les pires ne savent pas ce qu'ils laissent tomber. En quittant son bureau ce jour-là, j'ignorais qu'un mois plus tard, je me retrouverais dans le hall d'entrée, vêtu d'un uniforme gris. Mais je savais une chose, Greg Talouin ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Il n'avait aucune expérience avec les fondations qu'il vidait de leur substance, aucun respect pour la complexité sous-jacente, et rien n'étouffe un empire plus vite qu'un homme qui confond confiance et compétence. De tous les noms figurant sur les documents de rétrogradation, un seul a laissé une marque, Benjamin L. Monroe, directeur financier. La signature finale datée, horodatée et paraphée à l'encre noire n'a même pas été signée à la hâte. L'ironie ne m'avait pas échappé. C'est moi qui l'avais aidé à décrocher ce rôle 10 ans plus tôt, à l'époque où il n'était encore que Ben mon cousin, le garçon avec qui j'avais grandi dans un 2 pièces près de la 72e rue. Nous n'avons jamais parlé à personne à Galian de nos liens de sang, c'était notre accord tacite. Il avait obtenu ce poste au mérite, et je ne voulais pas entendre parler de favoritisme. Nous avons agi comme des professionnels, séparés, silencieux, loyaux. Du moins, je le croyais. 2 jours après avoir commencé à surveiller l'entrée d'eux, je suis passé devant l'étage de la direction pendant ma pause. Les lumières étaient allumées dans le bureau du directeur financier. Je me suis arrêté. Mon badge ne fonctionnait pas, mais la porte était restée légèrement entr'ouverte. Il était à l'intérieur. Benjamin se pencha sur son bureau, le téléphone à l'oreille. Je n'entendis que des bribes de son discours, volatilité des marchés, restructuration, transition de l'équipe Sorel, puis un silence. Non, elle n'a rien dit publiquement. Ça me fit mal. Il m'a vu à travers le reflet dans la vitre, mais a fait semblant de ne pas le voir. J'ai frappé légèrement. Il n'a pas souri. « Tu as 1 minute ?» demandai-je. Il hésita, puis hocha la tête. « 1 minute. »
J'entrai et fermai la porte derrière moi. Moi, son bureau sentait le vernis au pain et l'attention. « Tu l'as signé ?» dis-je doucement en brandissant une copie imprimée de l'avis de rétrogradation. « Tu as finalisé les formalités administratives. » Il ne l'a pas nié, il a juste regardé son bureau comme si cela pouvait lui offrir une issue. « Je n'ai pas pu l'arrêter, » dit-il après un long silence. C'était déjà en marche. « Tu aurais pu ralentir, » ai-je répondu. « Tu aurais pu parler plus fort. » Benjamin a finalement croisé mon regard, puis a détourné le regard tout aussi rapidement. « Je n'ai rien pu faire, Sarili. Je suis désolé. Vraiment, mais je n'ai pas pu. Tu ne pouvais pas risquer ta place à cette table, ai-je conclu pour lui. Je comprends. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis juste retourné et je suis parti. De retour à mon ancien bureau, désormais sombre et réaménagé, j'ai poussé la porte une dernière fois et suis entré. L'air était vicié, le bureau vide. Mais sur l'étagère derrière l'endroit où je rangeais autrefois mes classeurs, il restait une relique oubliée, un cadre photo. Moi et Benjamin, été 1991, debout ensemble à Coney Island, tous deux brûlés par le soleil et souriant avant que la vie ne nous rende prudents. Je l'ai ramassé lentement, j'ai épousseté le verre et je l'ai posé face cachée sur l'étagère, car certaines choses font plus mal quand on s'en souvient que quand on les perd. L'uniforme sentait l'eau de Javel et la vieille climatisation, polyester gris, col rigide, un badge en plastique sur lequel était écrit entrée 2. Pas de titre, pas de service, pas d'historique. À 6h50, je me tenais juste derrière les portes vitrées, observant un flot continu d'employés afflués aux épaules voûtées, café à la main, yeux rivés sur leur téléphone. Aucun d'eux ne m'a vu. Pas vraiment. C'était comme si j'avais été supprimé puis réinstallé comme un remplaçant. L'heure du matin arrivait vite. J'ai appuyé sur le bouton de la porte une trentaine de fois avant 7 heures. Le mécanisme coulissant a cliqué, sifflé et s'est refermé au cliquer, sifflé et s'est refermé au encore et encore, comme la ponctuation d'une vie en train de se réécrire. Puis j'ai entendu la voix. La prochaine fois, essaie d'ouvrir la porte avant que nous l'atteignions. J'ai levé les yeux. L'homme avait la trentaine, portait un costume sur mesure, un Bluetooth à l'oreille. Je ne l'ai pas reconnu, il devait faire partie du nouveau remaniement de Greg, l'un des remplaçants. Il a jeté un coup d'œil à mon badge sans hésiter, puis est passé devant moi en marmonnant quelque chose à propos du personnel lent. Je ne dis rien, je hochai légèrement la tête. Ma main resta au-dessus du bouton d'accès, mais mon autre main, celle que je portais dans ma poche, s'enroula lentement autour du passe-partout. La clé de tout le système de sécurité du bâtiment. Un système que j'ai conçu il y a 10 mois. Lorsque l'entreprise a décidé de renforcer sa sécurité, elle m'a confié l'intégralité de la refonte ni à un consultant, ni à un prestataire, à moi-même. J'avais moi-même mis en place l'infrastructure, caméra, point d'accès, pare-feu, sauvegarde biométrique. J'ai testé chaque contournement. Je connaissais chaque angle mort. Et maintenant, je n'étais plus que la femme qui tenait la porte ouverte à des gens qui pensaient que je ne savais pas utiliser un ordinateur portable. À 7h30, une voix familière m'a accueilli, celle de Thomas, le même homme qui ne s'était pas arrêté la veille. Il s'arrêta cette fois et tint lui-même la porte. Je voulais juste dire que je suis désolé, marmonna-t-il, pour la façon dont ils ont fait ça. J'ai souri doucement. Pas de quoi être désolé, ai-je répondu. Je suis toujours là. Il hocha la tête, les yeux rivés à nouveau sur le badge. Ça ne me semble pas juste. Ce n'est pas le cas, dis-je doucement, mais c'est le propre des bâtiments, Thomas. Il ne s'effondre pas d'un coup. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais dire. Il a juste franchi la porte et je l'ai laissé se refermer derrière lui. Je me suis retourné vers le hall, le sifflement de la porte résonnant dans mes oreilles comme une insulte et un avertissement à la fois. Il m'avait retiré mon titre, mais il m'avait laissé les clés. Et il n'avait aucune idée de ce que cela leur coûterait. La vengeance ne vient pas toujours par le feu. Parfois, elle vient de doigts silencieux tapant un email. À 20h02, sous la faible lumière d'une lampe de cuisine, j'avais passé les 5 dernières nuits debout à l'entrée 2, à appuyer sur un bouton comme si je n'avais jamais détenu de titre de sécurité, jamais équilibré une fusion de plusieurs milliards de dollars, jamais été l'architecte des intégrations les plus délicates de Galian. Mais cette 6e nuit, j'ai finalement ouvert les fichiers que j'avais stockés, non pas sur un système d'entreprise, mais sur un lecteur protégé par mot de passe, enfoui dans un dossier nommé Arch Legacy.
J'ai parcouru des milliers de pages de langage juridique jusqu'à ce que je trouve la clause suivante, section 14.2d. Dans le cas où le directeur de l'intégration désigné est réaffecté ou démis de ses fonctions exécutives sans motif valable, toute partie acquise dans le cadre du présent accord de fusion se réserve le droit de se retirer de la fusion sans pénalité ni délai. Une phrase. Une garantie. Je l'avais écrit à 3h07 du matin, une nuit remplie de doutes et d'instincts. Benjamin l'avait examiné avec moi. Nous savions tous les deux ce que c'était, une alarme incendie légale dont personne n'aurait imaginé qu'elle serait déclenchée. Mais maintenant, c'était le moment. J'ai rédigé 3 emails, courts et professionnels, destinés aux PDG des 3 entreprises que j'avais contribué à intégrer. Des hommes que j'avais côtoyés lors de négociations tendues, de contrôles fiscaux et de refonte RH. Des personnes qui m'avaient vu à mon meilleur. Chaque message comprenait une copie numérisée de la lettre de rétrogradation, horodatée et signée. Ni émotion, ni accusation. Juste des faits. Et une pièce jointe, le contrat de fusion original, dont la clause 14.2d était surlignée en jaune. Ensuite, j'ai fait quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai sorti une feuille de papier à en-tête Gallian que j'avais récupérée sur mon bureau avant qu'il ne la débarrasse. Avec mon vieux stylo plume, j'ai écrit une seule phrase à la main. Si l'intégrité compte encore, j'espère que vous saurez quoi faire. Je l'ai signé, SM, tout comme je l'avais fait pour le tout premier accord de fusion que nous avons conclu. À 22h41, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai préparé du thé. Puis j'ai attendu. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. La diplomatie d'entreprise est rarement aussi rapide. Mais à 6h13 le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un court message de Jonathan Whitley, PDG de Converge Logistique, s'est affiché sur l'écran. Reçu. Je suis en train de le réviser. Pour info, Sarili, tu es toujours la seule personne en qui j'ai confiance pour assembler ce puzzle. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fêté. J'ai juste glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau et je suis parti au travail, en uniforme, badge attaché, clé en main. Qu'il rit. Qu'il me sous-estime. Qu'il passe devant moi une fois de plus. Ils apprendraient bien assez tôt que le silence ne signifie pas capitulation. Parfois, c'est juste le bruit juste avant que le mur ne s'effondre. Tout a commencé avec un titre, Converge Logistique envisage de se retirer de la fusion avec Gallian en raison de violation des règles d'intégration. À 8h30, l'article avait déjà fait son chemin dans les blogs du secteur et les bulletins d'information financiers. À 9h15, l'information a atteint la une des journaux internes de Gallian, signalée comme sensible en termes de relations publiques. À 10h05, Greg s'est précipité dans une réunion d'urgence, le visage rouge et furieux, exigeant de savoir qui avait divulgué une fausse information. Sauf que ce n'était ni une fuite, ni une non-histoire. C'était le début. Je me tenais à l'entrée d'eux, même presse-papier, même badge hochant la tête tandis que les gens passaient devant moi avec des yeux paniqués et des voix chuchotées. Le hall d'entrée bourdonnait du même malaise que celui que je ressentais dans les salles de conférence lors des OPA hostiles. C'était familier. Presque chaleureux. Greg n'avait aucune idée de la profondeur de la fracture, et c'était ce qui me satisfaisait le plus. À 11h52, le système interne de gestion des tickets pour la conformité de la chaîne d'approvisionnement s'est figé en cours de rafraîchissement. Un code d'erreur s'est affiché sur les terminaux de 3 étages, défaut de boucle de synchronisation, accès au cœur restreint. Ce système? Je l'ai construit. J'en ai écrit la logique. J'ai négocié ses autorisations multiplateformes. J'ai formé les ingénieurs qui en assuraient la maintenance. Et je l'ai verrouillé avec un système de sécurité intégré dont personne ne m'a jamais parlé, car personne n'aurait jamais pensé en avoir besoin. Dans l'après-midi, alors que je vérifiais les badges à l'entrée 2B, un jeune technicien en polo bleu marine est passé, pâle les yeux écarquillés. Il marqua une pause juste le temps de murmurer, sans bouger les lèvres, ils ont tout essayé. Redémarrer 2 fois. Le bacan ne se déverrouille pas. Je n'ai pas répondu. Il a hésité, puis, plus doucement encore, a dit, ils disent que vous seul connaissez le mot de passe-route. Je lui ai lancé un regard calme et neutre. Ce n'est plus mon rôle. Il hocha rapidement la tête et disparut dans l'ascenseur. À l'intérieur, Greg faisait les 100 pas, criait à propos des sauvegardes et les blâmait. Il a exigé de savoir pourquoi rien n'avait été documenté, pourquoi personne n'avait le contrôle de la logique d'intégration de base. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le système n'était pas défectueux.
Il réagissait exactement comme prévu, se protégeait en cas de falsification inappropriée et sans autorisation. Le mien, il resterait verrouillé. Alors que je tenais la porte ouverte pour la foule du déjeuner à 13h12, j'ai aperçu Greg à travers la vitre, au téléphone, gesticulant sauvagement, la sueur commençant à noircir le col de sa chemise blanche parfaite. Personne ne pouvait entendre ce que je pensais, mais au fond de moi, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas amer. J'étais satisfait. Parce que les empires ne tombent pas par explosion, ils tombent par scintillement, en silence, et puis tout d'un coup. Une lettre et une lignée. L'enveloppe est arrivée exactement à 7h35, non pas par courrier d'entreprise, mais en main propre, remise par un coursier vêtu d'un coupe-vent bleu qui semblait trop nerveux pour simplement déposer un colis. Il a vérifié le nom 2 fois avant de me le remettre. Mademoiselle Monroe, demanda-t-il. C'est marqué, personnel et confidentiel. Je vous ai dit de m'assurer que vous l'avez bien reçu. J'ai hoché la tête, pris le colis et me suis dirigé vers le couloir arrière derrière l'entrée 2, où la circulation piétonnière ralentissait et où les caméras n'atteignaient pas. Là, sous les lumières bourdonnantes, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule lettre pliée avec l'entête du directeur financier de Galian. Le premier mot m'a arrêté net. Cousin. L'écriture était celle de Benjamin, nette, contrôlée, mais plus lourde que d'habitude, comme si la plume avait porté plus que de l'encre. J'aurais dû parler dès qu'ils ont amené Greg. J'aurais dû leur dire qui tu étais, pas seulement ton titre, mais ta valeur. Je ne l'ai pas fait. Je les ai regardés t'effacer, pensant que je pourrais le réparer de l'intérieur. Mais je n'ai rien réparé. Je l'ai activé. J'ai signé l'approbation finale par peur de perdre mon emploi, peur d'être interrogé, peur de ce que le silence me coûterait. Mais maintenant je sais exactement ce que coûte le silence. Cela nous coûte notre dignité. Je me suis assis sur un banc destiné aux livraisons et j'ai lu chaque mot. Mes mains ne tremblaient pas, mais mes yeux me piquaient. Il a continué. Vous étiez plus que l'architecture derrière Galian. Vous en étiez le fondement. Je le sais parce que je t'ai vu le construire, des salles de conférence aux sessions de codage, des appels de crise à 2h du matin à ces interminables salons d'aéroport que nous prétendions tous les deux ne pas détester. Et puis est arrivée la partie qui a brisé quelque chose en moi. Ils ne savent pas que nous sommes une famille. Mais ils auraient dû le savoir, vu la façon dont j'ai suivi ton exemple, vu la confiance que j'ai accordée à ton jugement lors de chaque vote au conseil d'administration. Je suis désolé d'avoir caché cette vérité. Je suis désolé d'avoir trahi ton silence avec le mien. Au dos de la lettre se trouvait une note manuscrite sur du papier de lin, adressée au conseil d'administration. 6 juin les contrats de fusion originaux avec les annotations juridiques et la clause 14.2 des originales rédigées par Sarah Lee Monroe. Cette femme a construit votre royaume. Signé Benjamin L. Monroe. Il avait envoyé des copies certifiées conformes à chaque membre du conseil. Je suis resté assis là pendant plusieurs longues minutes, le carrelage froid pressant à travers la semelle de mes chaussures, les bruits du hall lointain et sans importance. Ni en colère, ni victorieux. Juste humain. Benjamin n'a pas pu réparer les dégâts, mais il a fait un pas en arrière vers la vérité. Et parfois, la rédemption n'est pas bruyante. Elle est écrite à la main, pliée, livrée avec soin et enfin signée en entier. Les lumières de la salle de réunion ont clignoté 2 fois avant que le silence ne prenne fin. La journée a commencé sans bruit, non pas avec un fracas, mais avec un court-circuit et une interruption de la communication lors de la 4e session Zoom d'urgence de Greg Talouin. À 7h40, 3 des principaux systèmes de Galian étaient hors service. Les RH ne pouvaient plus traiter les salaires, le suivi logistique s'est bloqué en cours de route, les serveurs financiers ont envoyé des rapports datant de 2 trimestres précédents et, à 8h23, l'action avait chuté de 8,4%, une nouvelle baisse étant prévue avant midi. Greg arpentait le couloir devant la conférence à, manches retroussées, cravate desserrée, la fureur bouillonnant sous ses cheveux parfaitement coiffés. Il aboya à l'aide, jura à voix basse et exigea que quelqu'un trouve qui avait encore l'accès route au Bacan. Personne n'avait de réponse. Le directeur informatique avait démissionné le matin même. 2 responsables seniors de l'intégration avaient démissionné par SMS. Un autre s'était déclaré malade de façon permanente. Dans la salle de réunion, l'ambiance était au chaos, étouffée par les costumes. Où sont les sauvegardes? Pourquoi les redondances de sécurité n'ont-elles pas été testées? Pourquoi plus rien ne fonctionne dans cette entreprise? Un directeur s'est penché en arrière et a répondu sèchement,
parce que vous avez viré la femme qui l'a créée. Greg devint rouge. Elle n'a pas été virée, elle a été réaffectée. C'est différent. Mais ces mots sonnaient creux, même pour lui. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte, non pas avec force, mais avec un clic silencieux. Je suis entré, toujours en uniforme gris, un bloc-notes sous le bras. Mes chaussures ne faisaient aucun bruit sur le marbre, mais toutes les têtes se tournèrent. Je n'ai pas dit un mot au début, me dirigeant simplement vers le bout de la table où Greg, figé en plein milieu d'un geste, posa un objet devant lui, mon badge d'accès, le dernier en état de marche. Le système restera bloqué jusqu'à ce que vous rétablissiez l'intégrité de la chaîne de commandement, dis-je calmement. Vous avez coupé le mauvais maillon. Greg balbutia, tu n'as aucune autorité pour. Je ne suis pas ici pour exercer l'autorité, ai-je interrompu d'une voix basse mais ferme. Je suis ici parce que personne d'autre ne sait ce que vous transgressez. Je me suis tourné vers le tableau. Vous avez bâti un empire sur les données, l'efficacité et l'image. Mais rien de tout cela n'a d'importance si votre infrastructure ne peut pas le supporter. Il y eut un silence, le genre de silence qui ne tombe que lorsque le pouvoir change dans une pièce. Puis une voix s'éleva au fond. C'était celle de Martin Hao, récemment nommé directeur financier par intérim. Je refuse ce poste, dit-il doucement, pas tant qu'elle sera encore là, en uniforme de portier. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'arrogance. Les yeux de Greg s'écarquillèrent. Tu n'es pas sérieuse, Thierry. Mais le tableau avait déjà changé. Certains étaient honteux, d'autres curieux, d'autres encore simplement calculateurs. J'ai posé le presse-papier à côté du badge et j'ai reculé. Je ne fais que tenir la porte, ai-je dit. La vraie question, c'est, que crois-tu encore tenir exactement? Une semaine plus tard, la nouvelle table. Je ne tenais plus de presse-papier. Je tenais un badge de conférence plastifié, épais, portant l'inscription en gras, Sarah Lee Monroe, conseillère stratégique principale, Velour Holdings. La salle de bal du Forum national de l'innovation logistique de Chicago était bondée. Plus de 400 leaders du secteur, développeurs technologiques et décideurs politiques étaient présents. Il y a 6 mois à peine, j'étais censé prononcer le discours d'ouverture avant que Greg ne me retire de la liste des intervenants. Je n'étais pas là pour parler cette fois-ci. J'étais là en observateur, une ombre dont le titre était indéniable. Velour Holdings, un consortium logistique avisé et bien financé, venait de finaliser son acquisition de North Axis Freight, l'une des 3 sociétés que j'avais aidé à fusionner avec Galant il y a des années. Cette fois, il voulait que je supervise la réintégration non pas comme un geste symbolique, ni comme une faveur, mais parce qu'il savait ce que je pouvais faire. Parce qu'il se souvenait de ceux qui avaient bâti le système et qui ne l'avaient jamais trahi. Je me déplaçais tranquillement dans la foule, le brouhaha des conversations et des présentations soignées résonnant comme un bruit de fond. Sur l'un des écrans suspendus près de la cabine des médias, un flux en direct était diffusé, Greg Talouin, transpirant sous la chaleur des questions des investisseurs pendant la revue trimestrielle d'urgence de Galant. Il paraissait plus petit, plus prudent. Plus de slogans audacieux, plus de charisme. Juste une question de contrôle des dégâts. Nous restons confiants dans notre plan de redressement, a-t-il déclaré, le regard perçant, la voix plus faible que dans mes souvenirs. Ce contretemps opérationnel était inattendu. Mais je connaissais la vérité. Ce revers n'était pas inattendu. Il était ancré dans mes fondations aux conséquences directes de l'oubli d'où vient la force, un leadership discret, de longues heures de travail, des racines profondes. Je ne me suis pas attardé devant l'écran. Je n'en avais pas besoin. Alors que je me retournais pour quitter le couloir, quelqu'un s'est mis sur mon chemin. Un jeune homme vêtu d'un blazer trop grand pour sa silhouette, son badge de presse autour du cou. Ses yeux s'illuminèrent. « Madame Monroe, demanda-t-il, je crois que nous nous sommes rencontrés une fois. Lors de ma première semaine à Galant, vous m'avez ouvert la porte. Il m'a fallu un moment, mais je l'ai vu, le stagiaire de l'entrée 2, tenant maintenant un bloc-notes, pas une tasse de café. Je m'en souviens, dis-je avec un petit sourire. Il se redressa et s'éclaircit la gorge comme s'il avait répété. Bon retour. J'ai hoché la tête. Merci. De retour dans la salle principale, il dévoilait un nouveau panel, l'avenir de l'intégration durable. J'ai pris place, pas au centre, pas sur scène, mais à une table qui comptait parce que c'était à moi de choisir. Cette fois, je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de vengeance.
J'avais juste besoin d'une chose, une salle pleine de gens qui me voyaient enfin.